Avant de plonger, pensez-vous que les premières impressions sont toujours vraies? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires incroyables. La soirée du cabinet. Tu vas vraiment l'inviter? Camille Verger croisa les bras, regardant Julien Sorel avec ce sourire qu'il ne connaissait que trop bien. Ne me dis pas que tu deviens charitable. Julien ne leva même pas les yeux de ses documents. Isabelle Mercier, son assistante, rangeait des dossiers près de son bureau, faisant semblant de ne pas écouter. « C'est la soirée annuelle du cabinet », répondit-il froidement. « Tous les collaborateurs sont invités. »« Tous les collaborateurs importants », corrigea Camille, élevant la voix juste assez pour qu'Isabelle entende. « Où est-ce que ton assistante va comprendre de quoi parlent les adultes? » Les autres associés rirent. Isabelle serra les papiers dans ses mains, mais resta silencieuse. « Camille a raison, » interrompit François Léger, un des associés principaux. « Les gens de notre milieu ne se mélangent pas avec... Eh bien, tu sais... » Julien leva enfin les yeux. Pendant une seconde, ses yeux rencontrèrent ceux d'Isabelle. Elle le regarda sans supplication, sans espoir, juste avec cette dignité silencieuse qu'il n'avait jamais comprise. « Isabelle, » dit-il, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Vous êtes cordialement invitée à la soirée ce samedi. J'espère que vous saurez vous comporter. » Le silence devint pesant. Isabelle posa soigneusement les dossiers sur le bureau, comme s'ils étaient en verre. « Merci, maître Sorel, » répondit-elle, inexpressive. « Je considérerai votre invitation. » Camille éclata de rire. « Considérer? Tu as quelque chose de mieux à faire un samedi soir? » Isabelle se tourna vers elle. Ses yeux sombres brillèrent un instant. « J'ai toujours des options, mademoiselle Verger. Seulement, certaines ne valent pas mon temps. » Le sourire de Camille se figea. Les associés échangèrent des regards mal à l'aise. « Bon, » murmura Julien, s'éclaircissant la gorge. « Alors, c'est réglé. » Isabelle ramassa ses affaires sans se presser. Arrivée à la porte, elle s'arrêta. « Une question, maître Sorel. Cette invitation vient-elle avec une intention particulière? » Julien sentit sa gorge se dessécher. Les autres attendaient sa réponse. « Nous voulons juste que tout le monde passe un bon moment. » Il mentit. Isabelle hocha lentement la tête. « Je comprends. Bon après-midi. » La porte se referma doucement derrière elle. Camille explosa de rire. « Mon Dieu, vous l'avez vue! Comme une reine offensée! » « Ça va être amusant, » ajouta François, « de la voir essayer de s'intégrer parmi nous. » Julien ne dit rien. Il regarda la porte par où Isabelle était sortie, avec une étrange sensation dans la poitrine qu'il ne pouvait identifier. La sagesse d'une sœur. Ce soir-là, Isabelle arriva à son petit appartement complètement épuisée. Sa sœur cadette, Sophie, étudiait à la table de la salle à manger. « Comment s'est passée ta journée? » demanda Sophie, sans lever les yeux de ses livres. Isabelle s'effondra sur le canapé. « On m'a invité à la soirée du cabinet. » Sophie haussa les sourcils. « Et c'est une bonne ou une mauvaise chose? »« Mauvaise. Très mauvaise. »« Pourquoi? » Isabelle ferma les yeux. Elle entendait encore les rires de Camille. Elle voyait les regards moqueurs des associés. « Parce qu'ils ne m'ont pas invité pour m'inclure, Sophie. Ils m'ont invité pour m'humilier. » Sa sœur posa son crayon et s'approcha du canapé. « Isabelle, regarde-moi. » Isabelle ouvrit les yeux. Sophie avait cette expression sérieuse qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait donner un conseil important. « Qu'est-ce que tu veux faire? »« Rester à la maison, faire semblant d'être malade. C'est ce que veux. Vraiment ce que tu veux? » Isabelle soupira. « Non, je veux y aller et leur prouver qu'ils ont tort à mon sujet. Mais j'ai peur de me ridiculiser.
Sophie s'assit à côté d'elle. « Sœur, tu travailles dans ce cabinet depuis 3 ans. Tu as vu comment ils se comportent, comment ils parlent, comment ils évoluent dans leur monde. Tu crois que tu ne peux pas faire la même chose? Ils sont nés dans ce monde, pas moi. Mais tu es plus intelligente que tous réunis. » Sophie lui prit la main. « Et tu as quelque chose qu'ils n'auront jamais. » Quoi? La vraie classe. Pas celle qui s'achète avec de l'argent, mais celle qui se porte dans l'âme. Isabelle sentit ses yeux se remplir de larmes. Et si je me trompe? Et si je ne fais que confirmer ce qu'ils pensent déjà de moi? Sophie lui serra la main. Alors tu te tromperas la tête haute, mais Isabelle a toujours été plus grande que cet endroit. Il est temps qu'il s'en rende compte. Isabelle resta silencieuse, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Quelque part, Julien et Camille étaient dans leur monde de luxe, certains qu'elle n'oserait pas se présenter. Peut-être était-il temps de les surprendre. La grande entrée. Le samedi soir, la salle de bal de l'hôtel le plus exclusif de Paris était animée par des conversations élégantes et des rires répétés. Julien ajusta sa cravate pour la 10e fois, regardant l'entrée toutes les quelques minutes. Il attendait quelqu'un. Camille apparut à ses côtés, rayonnante dans une robe dorée qui avait coûté plus que le salaire mensuel d'Isabelle. « Je vérifie juste que tout est en ordre », mentit-il, sirotant son whisky. « Détends-toi, mon amour. Ta petite assistante est sûrement restée à la maison à regarder des émissions de télé-réalité. » Camille rit. C'est évident qu'elle n'allait pas venir. François s'approcha avec 2 autres associés, tous avec des verres à la main. « Toujours en attente du spectacle? » demanda-t-il avec sarcasme. « Je parie qu'elle n'a même pas une robe décente. Ou peut-être qu'elle vient avec son uniforme de bureau. » Un autre ajouta, provoquant des rires. Julien força un sourire, mais quelque chose se tordait dans son estomac. Une partie de lui espérait qu'Isabelle ne viendrait pas, pour éviter l'humiliation que tout le monde avait planifiée. Une autre partie voulait voir ce qui se passerait si elle osait. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de cérémonie, « le dîner est servi. » Les invités commencèrent à se diriger vers la salle à manger principale. Julien marchait à côté de Camille lorsque le murmure des conversations cessa brusquement. Il se tourna vers l'entrée et sentit l'air lui échapper des poumons. Isabelle se tenait sur le seuil de la porte, complètement immobile. Elle portait une robe rouge classique, simple mais parfaitement coupée, qui mettait en valeur sa silhouette sans exagération. Ses cheveux sombres tombaient en douces vagues sur ses épaules. Elle ne portait pas de bijoux voyants, juste de petites boucles d'oreilles qui brillaient discrètement. Ses yeux parcoururent la salle avec calme, comme si elle était la maîtresse des lieux. Le silence se prolongea pendant des secondes qui semblèrent éternelles. Certains invités la regardaient avec curiosité, d'autres avec une surprise mal dissimulée. Isabelle commença à marcher. Ses pas étaient assurés, mesurés. Elle ne regardait pas le sol, ni ne semblait nerveuse. Elle se déplaçait comme si elle était née dans des salons de... « Mon Dieu !» quelqu'un murmura derrière Julien. « Qui est cette femme ?» Camille avait pâli, sa main agrippée au bras de Julien. « C'est... murmura-t-elle. « C'est impossible. Comment peut-elle avoir l'air comme ça? » Isabelle s'approcha du groupe principal. Lorsqu'elle fut devant Julien, elle fit un léger signe de tête. « Bonsoir, maître Sorel. Merci pour l'invitation. » Sa voix était sereine, polie. Rien de la timidité qu'elle montrait au bureau. « Isabelle. » Julien put à peine articuler son nom. « Vous êtes... différente. » Elle sourit, et ce sourire transforma complètement son visage. « Différente? Je n'ai fait que mettre une robe, maître Sorel. Rien de plus. » François toussa, mal à l'aise. « Oui, bon, quelle surprise de vous voir ici. » « Surprise? »
Isabelle le regarda droit dans les yeux. « Vous ne vous attendiez pas à ce que je vienne, maître Léger? »« Non, non, bien sûr que non. Je veux dire... » Camille interrompit, retrouvant son calme. « François veut dire que nous sommes ravis de t'avoir ici, bien que je doive dire que cette robe te va... intéressant. Tu l'as achetée spécialement pour l'occasion? » Le venin dans sa voix était évident, mais Isabelle ne broncha pas. « En fait, je l'ai depuis des années. Parfois, les choses simples sont les plus élégantes, ne croyez-vous pas? » Camille plissa les yeux. Isabelle venait de lui dire poliment que sa robe dorée était vulgaire. « Bien sûr, » répliqua Camille avec un sourire forcé. « Bien que je suppose que pour quelqu'un dans ta position, cela doit être difficile de savoir exactement quoi porter pour ces événements. » « Vous avez raison, » Isabelle acquiesça. « Heureusement, l'élégance ne s'achète pas avec de l'argent. On l'a ou on ne l'a pas. » Un murmure parcourut le groupe. Plusieurs invités s'étaient rapprochés pour écouter la conversation. Isabelle avait répondu à l'attaque de Camille sans élever la voix, sans perdre son sourire. Mais son message avait été clair. Julien observait la scène comme hypnotisé. Ce n'était pas l'Isabelle timide et silencieuse du bureau. Cette femme avait une présence qui remplissait l'espace, une confiance qui n'avait pas besoin de crier pour être remarquée. « Isabelle !» Une voix derrière elle. Tout le monde se retourna. Un homme plus âgé, élégamment vêtu, s'approcha avec un sourire sincère. « Monsieur Dubois !» Isabelle s'illumina. « Quelle surprise de vous voir ici, ma chère Isabelle. » L'homme l'embrassa sur les deux joues. « Quand j'ai vu votre nom sur la liste des invités, je n'ai pas pu y croire. » « Vous travaillez avec ces messieurs? » Julien fronça les sourcils. Pierre Dubois était l'un des investisseurs les plus importants d'Europe, un client occasionnel du cabinet. « Je suis l'assistante de Maître Sorel, » répondit Isabelle avec naturel. « Assistante? » Dubois regarda Julien avec surprise. « Savez-vous qui est cette jeune femme, Julien? » Julien secoua la tête, se sentant de plus en plus confus. Isabelle était la coordinatrice du programme d'alphabétisation que nous avons financé à Lyon il y a 3 ans. Son projet a aidé plus de 1000 familles immigrantes. Une femme extraordinaire. Le groupe tomba dans un silence total. Isabelle sourit modestement. « Ce fut un honneur de travailler sur ce projet, Monsieur Dubois. » Et elle parlait un français parfait, continua l'homme. « Isabelle, vous devez me raconter ce que vous faites maintenant. Travaillez-vous toujours dans les programmes sociaux? » Camille semblait avoir vu un fantôme. François avait cessé de sourire. Julien réalisa qu'il ne savait absolument rien de la femme qui avait été son assistante pendant 3 ans. Isabelle Mercier venait de changer toutes les règles du jeu. Et la nuit ne faisait que commencer. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Comment le passé d'Isabelle va-t-il redéfinir son présent? Partagez vos prédictions dans les commentaires. Et si vous appréciez cette histoire passionnante, aimez et abonnez-vous pour plus de contenu incroyable. Une force de la nature. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue que seule Isabelle semblait ne pas remarquer. Camille avait réussi à s'asseoir stratégiquement près d'elle, prête à attaquer au moment opportun. « Isabelle, ma chère !» commença Camille, délibérément raffinée en coupant son saumon. « Ça doit être fascinant de travailler avec des gens aussi sophistiqués après être venue d'un environnement si différent. » Isabelle mâcha calmement avant de répondre. « Vous parlez de travailler avec des gens riches après avoir travaillé avec des gens pauvres? » La question directe fit que plusieurs convives arrêtèrent leurs fourchettes à mi-chemin. « Eh bien, je ne l'aurais pas dit en termes aussi crus. » Camille rit nerveusement. « Pourquoi pas? La pauvreté n'est pas une maladie contagieuse, mademoiselle Verger, et la richesse n'est pas une garantie de sophistication. » François toussa. « Tu as sûrement dû beaucoup t'adapter pour travailler dans notre cabinet. » Au contraire, Isabelle sourit. «
J'ai découvert que les gens sont fondamentalement les mêmes, peu importe combien d'argent ils ont. Tout le monde veut être écouté. Tout le monde a besoin de respect. Tout le monde fait des erreurs. Quelle perspective pittoresque, murmura Camille. Bien que je suppose qu'il est facile de philosopher lorsque d'autres paient les factures. Cette fois, Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle sirota son vin et regarda Camille avec une curiosité sincère. « Avez-vous déjà travaillé, mademoiselle Verger? » « Bien sûr que j'ai travaillé. » Camille se redressa. « Je supervise les investissements de ma famille. Je coordonne des événements caritatifs. Je parle de travailler pour un chèque de paie, » clarifia Isabelle doucement. « Se réveiller chaque matin en sachant que si vous ne le faites pas, il n'y a pas d'argent pour le loyer. » Le silence devint inconfortable. Isabelle continua d'une voix douce. « Je ne vous juge pas. Je dis simplement que chaque perspective est valide. Vous voyez le monde depuis votre réalité, moi depuis la mienne. » À ce moment, un homme s'approcha de la table. Il portait un appareil photo professionnel autour du cou. « Excusez-moi de l'interruption. Je suis Marc Grand du Global Times. Pourrais-je vous parler un instant, mademoiselle Mercier? » Tout le monde se tourna vers Isabelle, surpris. « À moi? » Isabelle parut sincèrement confuse. « Je crois que vous vous trompez de personne. Êtes-vous Isabelle Mercier, la coordinatrice du projet Livres sans frontières à Lyon? » Isabelle hocha lentement la tête. « Parfait. J'écris un article sur les programmes d'inclusion sociale réussis. Votre projet est apparu dans ma recherche comme l'un des plus efficaces de la dernière décennie. » Camille serra son verre si fort que ses phalanges devinrent blanches. « Monsieur Grand, » interrompit-elle, « je crois que vous interrompez un dîner privé. Il n'y a pas de problème. » Isabelle se leva avec grâce. « Nous pouvons parler ici même si cela ne dérange pas les autres. » Grand alluma un petit enregistreur. « Racontez-moi le projet de Lyon. Comment avez-vous réussi à faire participer des familles de 15 nationalités différentes à un programme d'alphabétisation? » Isabelle se détendit visiblement. Pour la première fois de la soirée, elle semblait complètement dans son élément. La clé a été de comprendre que l'éducation n'est pas une faveur que nous faisons aux autres. C'est un droit que nous leur rendons. Beaucoup de ces familles avaient des professionnels, des artistes, des intellectuels, qui avaient perdu leur titre en migrant. Pouvez-vous me donner un exemple précis? Il y avait un homme, Amara, qui avait été professeur de littérature au Sénégal. À Lyon, il vendait des fleurs dans le métro. Lorsqu'il a découvert qu'il pouvait enseigner le français à d'autres immigrés en utilisant des textes africains qu'il traduisait lui-même, il a récupéré non seulement un travail digne, mais aussi son identité. Grand hocha la tête, prenant rapidement des notes. Et l'aspect linguistique. Je comprends que vous coordonniez des sessions en français, arabe et anglais. Et espagnol et wolof lorsque c'était nécessaire, ajouta Isabelle. Ma grand-mère disait toujours que chaque langue que vous apprenez vous transforme en une personne différente. Je crois que cela vous rend plus complet. Impressionnant. Parlez-vous toutes ces langues? Isabelle rougit légèrement. Je me débrouille bien avec les bases. Pour le travail en profondeur, je travaillais toujours avec des locuteurs natifs. Grand se tourna vers Julien. Maître Sorel, vous devez être très fier d'avoir une collaboratrice de ce calibre international. Julien s'éclaircit la gorge. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Oui, bien sûr. Isabelle est très précieuse pour notre cabinet. Sur quel projet la faites-vous travailler maintenant? La question tomba comme une bombe. Julien ne pouvait pas dire qu'Isabelle passait ses journées à classer des papiers et à servir du café. Nous évaluons de nouvelles opportunités pour tirer parti de son expérience internationale, mentit-il. Grand sourit. Excellent. Le monde a besoin de plus d'initiatives comme celle de mademoiselle Mercier.
Pourrions-nous prendre quelques photos? Pendant les minutes suivantes, Isabelle posa pour plusieurs photographies. Elle avait l'air naturelle, à l'aise. Elle répondit aux questions avec intelligence et humilité. Elle parla de ses projets sans paraître vantarde. Lorsque Grand partit, la table resta dans un silence absolu. Isabelle revint à sa place, comme si rien ne s'était passé. « Eh bien, dit-elle, prenant sa boisson. Où en étions-nous? » Camille la regarda comme si elle était une extraterrestre. François semblait avoir avalé sa langue. Julien réalisa qu'il avait passé 3 ans à travailler aux côtés d'une femme extraordinaire, sans même essayer de la connaître. Et le plus troublant de tout était qu'Isabelle ne semblait pas remarquer le tumulte qu'elle avait causé. Pour elle, tout cela était simplement normal. La nuit ne faisait que commencer. Mais les règles du jeu n'existaient plus. Que pensez-vous que la compréhension de Julien signifiera pour Isabelle et pour le cabinet? Partagez vos pensées ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Les conséquences. Le lundi matin, Julien arriva au bureau avec 30 minutes de retard et un mal de tête qui menaçait de lui fendre le crâne. Il n'avait pas bien dormi depuis la soirée. Les images d'Isabelle dans cette robe rouge, parlant naturellement devant les caméras, se répétaient dans son esprit comme un disque rayé. Sa secrétaire, Karine, l'attendait avec une pile de messages et une expression étrange. « Maître Sorel, vous devez voir ceci, » dit-elle, lui tendant sa tablette. Sur l'écran, une vidéo YouTube montrait Isabelle entrant dans le salon de l'hôtel. Le titre disait « L'assistante qui a conquis l'élite. Son histoire va vous impacter. » Elle avait déjà plus de 200 000 vues. Comment diable? Julien s'enfonça dans son fauteuil. La vidéo est devenue virale hier soir. Elle est sur tous les réseaux sociaux. L'interview complète est également sortie dans le Global Times. Julien lança la lecture de la vidéo. La caméra captura parfaitement le moment où Isabelle entra dans le salon et le silence qui s'ensuivit. Ensuite, elle montra des extraits de son interview avec Grant, où elle parlait de projets sociaux avec une passion évidente. Les commentaires étaient accablants. Quelle femme incroyable! Si seulement il y avait plus de gens comme elle. Regardez comment les riches la regardent. Ils sont verts de jalousie. Elle a la vraie classe. Vous avez vu le visage de la blonde? Ha ha! Poison pur. Le téléphone de Julien sonna. C'était François. « Julien, tu as vu le désastre? Nous devons parler. » 15 minutes plus tard, les 4 associés principaux étaient réunis dans la salle de conférence. L'atmosphère était lourde. « C'est une catastrophe. » François arpentait la pièce. « Notre cabinet ressemble à un nid d'élitistes qui exploitent leurs collaborateurs. » Le téléphone n'a pas arrêté de sonner, ajouta Didier Henry. Le père de Camille, un associé principal, des journalistes, des activistes, même certains clients demandent ce qui se passe. Et tout ça à cause de ta brillante idée d'inviter la servante. Henry lui lança. À quoi pensais-tu? Julien serra les poings. Isabelle n'est pas une servante. C'est notre assistante exécutive. Assistante exécutive? François laissa échapper un rire amer. Depuis quand servir du café fait de toi une exécutive? Savais-tu qu'elle parle 5 langues? Qu'elle a coordonné des projets internationaux avant de travailler ici? Julien se leva. T'es-tu donné la peine de lire son CV une seule fois? Son CV? Henry le regarda avec mépris. Julien, nous embauchons des gens comme elle pour faire le sale boulot, pas pour nous donner des leçons de morale. À ce moment, la porte s'ouvrit. Camille entra comme un ouragan, les yeux rouges et le maquillage coulé. « C'est un désastre !» cria-t-elle. «
Il m'humilie sur tous les réseaux sociaux. Il y a des mèmes de mon visage, Julien. Des mèmes! Elle se laissa tomber dramatiquement sur une chaise. Mes amis ne me parlent plus. Ma styliste dit que je ferais mieux de changer d'image parce que la mienne est déjà grillée. Tout ça à cause de cette femme. Camille, calme-toi! Julien tenta de lui toucher l'épaule, mais elle se dégagea. Ne me touche pas, c'est ta faute. Tu l'as invitée. Tu as permis qu'elle nous humilie. François profita du moment. Julien, nous devons prendre des mesures drastiques. L'image du cabinet est en jeu. Quel genre de mesures? Évidemment, Isabelle doit partir aujourd'hui même. La virer? Pour quelle raison? Tu as besoin d'une raison. Henry se cala dans sa chaise. Trouve quelque chose. Retard, erreur dans les documents, peu importe. Mais si on la vire maintenant... Camille intervint, s'essuyant les larmes. Ça va sentir la vengeance. Les médias feront un scandale encore plus grand. Henry sourit avec malice. Pas si on s'y prend bien. Il prend une révision de son travail, quelques erreurs opportunément découvertes, peut-être des problèmes d'attitude. Ces choses prennent du temps. Julien regarda ces hommes qu'il avait considérés comme ses associés, même ses amis. Sur leur visage, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. La peur. La peur que quelqu'un comme Isabelle puisse les exposer pour ce qu'ils étaient réellement. Non, dit-il doucement. Pardon? Non, nous n'allons pas virer Isabelle. François se redressa. Julien, ne sois pas naïf. Cette femme est en train de détruire notre réputation. Notre réputation ou notre hypocrisie? Le silence fut tendu. Camille le regarda, plissant les yeux. Tu aimes cette femme, Julienne? La question tomba comme une gifle. Julienne sentit tous les yeux fixés sur lui. Ça n'a rien à voir avec des préférences personnelles. Alors prouve-le. Henry se pensa en avant. Prouve que ta loyauté est toujours avec nous. Julien regarda par la fenêtre. Dehors, la ville suivait son rythme normal. Mais, à l'intérieur de ce bureau, quelque chose de fondamental avait changé. Il ne pouvait plus faire semblant de ne pas voir les fissures qui avaient toujours été là. Son téléphone vibra. Un message texte d'un numéro inconnu. Maître Sorel, je suis journaliste pour France Télévisions. Pourrions-nous parler d'Isabelle Mercier et des conditions de travail dans votre cabinet? Julien éteignit son téléphone et regarda ses associés. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le temps nous est compté, répliqua François. Soit elle s'en va, soit ça va devenir bien pire. En sortant de la salle de conférence, Julien ne put s'empêcher de se demander comment il en était arrivé là. Une semaine auparavant, sa vie était prévisible, confortable. Maintenant, il avait l'impression d'être au bord d'une falaise et quelqu'un venait d'allumer la mèche d'une bombe. Le problème était qu'il ne savait plus s'il voulait éteindre la mèche ou simplement sauter. Une disculpation. Nécessaire. 2 semaines après le désastre du restaurant, Julien tenta de maintenir la normalité. Mais les fissures étaient évidentes partout. Isabelle continuait de travailler comme si rien ne s'était passé. Mais maintenant, les autres collaborateurs la regardaient avec un mélange de respect et de curiosité qui n'existait pas auparavant. La preuve par le feu arriva un jeudi soir. Les associés avaient organisé un dîner avec de potentiels investisseurs japonais dans le restaurant le plus exclusif de la ville. Camille insista pour accompagner Julien, comme elle le faisait toujours pour les réunions importantes. « Tu as besoin de projeter de la stabilité », lui avait-elle dit pendant qu'elle se préparait dans leur appartement. « Après tout ce scandale,
Les clients ont besoin de voir que tu es toujours le même. Mais Julien ne se sentait plus le même, et ce soir-là, les choses devinrent complètement incontrôlables. Tout commença quand ils arrivèrent au restaurant. Les investisseurs japonais attendaient déjà, avec François et Didier. Les présentations furent cordiales, professionnelles. Julien pensa que la soirée se déroulerait peut-être sans incident. Il se trompait. À mi-chemin du dîner, alors qu'ils discutaient des détails d'une possible fusion avec un cabinet asiatique, l'un des Japonais mentionna avec désinvolture avoir vu la vidéo d'Isabelle. « Très impressionnante votre collaboratrice, Maître Sorel. Au Japon, nous apprécions beaucoup les personnes qui allient humilité et excellence. » Camille posa son verre avec plus de force que nécessaire. « Bon, vous savez comment sont ces choses sur les réseaux sociaux. Tout est exagéré à l'extrême. » Le Japonais la regarda avec une courtoise curiosité. « Exagéré? Mais les réalisations de Mademoiselle Mercier sont documentées. Son projet à Lyon a été reconnu par l'UNESCO. » Didier toussa, mal à l'aise. « Monsieur Yamamoto, je crois que la conversation s'éloigne des sujets importants. »« Au contraire, » intervint un autre investisseur. « Une entreprise qui exploite le talent, quelle que soit son origine sociale, est exactement le type de cabinet avec lequel nous voulons travailler. » Camille laissa échapper un rire forcé. « S'il vous plaît, vous parlez comme si elle était Mère Teresa de Calcutta. C'est juste une autre employée qui a eu de la chance avec les caméras. » Le silence qui s'ensuivit fut effrayant. Les Japonais échangèrent des regards. « Des regards. Excusez-moi, » dit M. Yamamoto d'une voix contrôlée. « Mais venez-vous de minimiser les réalisations professionnelles de votre collègue? » « Collègue? » Camille rit plus fort. « C'est une assistante. Son travail est d'organiser des dossiers et de servir du café. Je ne vois pas pourquoi nous devons faire semblant qu'elle est quelque chose de plus. » Julien sentit le sang lui monter à la tête. « Camille, arrête! »« Arrêtez quoi? De dire la vérité? » Elle se tourna vers lui, les yeux brûlants de colère. « Nous faisons tous semblant que cette femme est une sorte de sainte, juste parce qu'elle a causé un scandale sur les réseaux sociaux. Camille, s'il te plaît. » « Non. » Elle se leva, visiblement agitée. « J'en ai marre de ça. Marre que tout le monde traite cette intruse comme si elle était spéciale. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'elle essaie de me voler ma place. » Les Japonais observèrent la scène avec un dégoût à peine dissimulé. François tenta d'intervenir. « Camille, tu devrais peut-être... » « Que devrais-je faire? Me taire pendant que cette femme détruit tout ce que nous avons construit? » Elle se tourna vers Julien. « Ou as-tu oublié qui était avec toi pendant toutes ces années? Qui t'a soutenu quand tu as démarré le cabinet? Qui a été à chaque événement, chaque réunion importante? » Julien se leva lentement. « Camille, partons, maintenant. Je n'irai nulle part. Ces messieurs ont besoin de connaître la vérité. Ils ont besoin de savoir qu'Isabelle Mercier est une opportuniste qui utilise son histoire de pitié pour manipuler tout le monde. » Yamamoto s'essuya la bouche avec sa serviette et se leva. « Maître Sorel, je crois que cette scène est terminée pour nous. Monsieur Yamamoto, s'il vous plaît, permettez-moi d'expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. Le Japonais parla froidement. « Dans ma culture, le respect des collaborateurs est fondamental. Ce que nous venons de voir nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir sur ce cabinet. » Les investisseurs se retirèrent en silence, laissant les associés à une table pleine de tension. Camille resta debout, respirant difficilement. « Parfait !» cria-t-elle. « Maintenant, à cause de cette femme, nous avons perdu un contrat d'1 million de dollars. » À cause de cette femme, non.
Julien explosa finalement. À cause de toi, à cause de ton attitude de princesse gâtée qui ne supporte pas que quelqu'un d'autre reçoive de l'attention. Camille le regarda comme s'il l'avait giflé. Comment oses-tu? Comment j'ose? Tu sais quoi, Camille? Tu as raison. Isabelle Mercier est en train de voler quelque chose. Elle est en train de voler l'illusion que nous sommes de meilleures personnes parce que nous avons de l'argent. François tenta de calmer la situation. Julien, nous sommes tous bouleversés. Non. Julien se tourna vers lui. Tu sais ce que j'ai découvert cette semaine? Que Camille a utilisé mon nom pour conclure des accords sans mon autorisation. Qu'elle a promis des fusions et des partenariats que je n'ai jamais approuvés. Didier pâlit. Julien, de quoi parles-tu? Il parle de la façon dont il a enquêté sur moi dans mon dos. Camille leva le menton avec défi. Oui, j'ai utilisé ton nom. Oui, j'ai bougé quelques contrats. Et alors? Quelqu'un devait prendre des décisions pendant que tu étais distrait à jouer au bienfaiteur social. Jouer? Julien la regarda avec un mélange de dégoût et de tristesse. Camille, nous sommes ensemble depuis 3 ans. Je croyais te connaître. Tu me connais parfaitement. Seulement, tu n'as jamais aimé ce que tu as vu. Julien garda le silence un instant. Puis, d'une voix très calme, il dit « Tu as raison. Et ça se termine ce soir. » Il se retourna et marcha vers la sortie, laissant Camille crier son nom au milieu du restaurant le plus élégant de la ville. Dehors, sous la légère pluie qui avait commencé à tomber, Julien réalisa que pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. Un nouveau chapitre commence. 3 jours après le désastre du restaurant, Julien se retrouva assis devant son ordinateur à 5 heures du matin, écrivant et effaçant le même paragraphe pour la 10e fois. À côté de lui, une tasse de café froid et plusieurs brouillons froissés témoignaient de sa lutte intérieure. Isabelle était absente depuis lundi. Karine lui avait dit qu'elle avait demandé quelques jours personnels, mais Julien soupçonnait que François ou Didier avaient quelque chose à voir avec son absence soudaine. La rumeur au bureau était que les associés préparaient une lettre de licenciement. La version officielle serait une restructuration du personnel. Mais tout le monde savait la vérité. Julien finit d'écrire et relut le document une fois de plus. C'était une lettre adressée au journal le plus important de la ville, et il savait qu'une fois envoyée, il n'y aurait plus de retour en arrière. À 8 heures du matin, lorsque François arriva au bureau avec son air supérieur habituel, il rencontra une désagréable surprise. Son assistant lui tendit le journal du matin avec un regard inquiet. Sur la page d'opinion, avec une photo de Julien Sorel, apparaissait un article intitulé « Une disculpation nécessaire et une réflexion en suspens ». François lut les premières lignes et sentit le sang se figer dans ses veines. En tant qu'associé fondateur de Sorel & Associés, je ressens le besoin de m'adresser publiquement à une collaboratrice exceptionnelle et à la société en général pour présenter des excuses longuement reportées. Isabelle Mercier a travaillé dans notre cabinet pendant 3 ans. Pendant ce temps, mes associés et moi l'avons traitée non pas comme la professionnelle compétente qu'elle est, mais comme une employée de seconde zone dont la seule fonction était de faciliter notre travail quotidien. Le scandale de la semaine dernière n'a pas été causé par Isabelle. Il a été causé par notre incapacité à reconnaître le talent que nous avions sous nos yeux. Il a été causé par notre arrogance de classe, notre aveuglement social, notre confort, avec un système qui nous avantage au prix de maintenir d'autres personnes dans des positions qui ne reflètent pas leur véritable capacité. François courut au bureau de Julien, mais le trouva vide. Son assistante lui expliqua qu'il était arrivé tôt.
Il avait laissé des documents et était parti, sans dire quand il reviendrait. Le téléphone de François sonna. C'était Didier. « Tu as vu le journal? Julien est complètement fou. Je suis en train de le lire. C'est un désastre. Il est en train de nous couler. Sais-tu combien de clients ont appelé ce matin pour demander s'il est vrai que nous discriminons nos collaborateurs? » François continua de lire. Isabelle Mercier n'a pas besoin que nous la défendions. Ses réalisations parlent d'elles-mêmes. Mais nous devons nous défendre contre nous-mêmes, contre la médiocrité morale qui nous permet de dormir tranquille pendant que nous gaspillons des talents par préjugés de classe. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, Isabelle Mercier sera promue au poste de coordinatrice de projets spéciaux, avec le salaire et les responsabilités qu'elle aurait toujours dû avoir. J'annonce également mon retrait temporaire des opérations quotidiennes du cabinet pour réfléchir au type d'entreprise que nous voulons être et au type de personne que nous voulons être. « Il est fou !» cria Didier au téléphone. « Coordinatrice de projets spéciaux. Il lui donne un poste qui n'existe même pas. » Attends, il y a plus. François continua de lire. À Camille Verger, qui fut ma partenaire sentimentale pendant des années et avec qui je croyais partager un avenir, je dis que l'amour ne peut pas être construit sur la base du mépris des autres. Sa réaction la semaine dernière m'a montré un côté d'elle que j'avais refusé de voir. À mes associés, je rappelle qu'une entreprise n'est pas seulement une affaire. C'est le reflet de nos valeurs en tant qu'êtres humains. Et à Isabelle, je présente mes excuses pour les 3 années perdues, pour ne pas avoir vu ce que tous les autres ont vu dès le premier jour, que vous êtes une femme extraordinaire qui mérite beaucoup plus que ce que cet endroit vous a donné. François laissa tomber le journal. Son téléphone continuait de sonner. Didier continuait de crier, mais il n'écoutait plus. Pendant ce temps, dans une petite cafétéria du centre, Isabelle lisait le même article, les mains tremblantes. Sophie était assise en face d'elle, observant chaque expression de son visage. « Qu'est-ce que tu en penses? » demanda sa sœur cadette. Isabelle plia lentement le journal. « Je pense qu'il est très facile d'écrire de belles paroles quand on n'a rien à perdre. Tu crois que ce n'est pas sincère? » Isabelle soupira. « Je crois que Julien Sorel s'est enfin réveillé. Le problème est qu'il s'est réveillé 3 ans trop tard. » Son téléphone commença à sonner. Des numéros inconnus, les uns après les autres. Journalistes, producteurs de télévision, organisations sociales. L'article de Julien avait transformé Isabelle en un symbole. « Que ça te plaise ou non, vas-tu retourner travailler? » demanda Sophie. Isabelle regarda par la fenêtre de la cafétéria. Dehors, les gens se pressaient vers leurs emplois, chacun portant ses propres luttes invisibles. « Je ne sais pas, » répondit-elle avec honnêteté. « Je ne sais pas si je veux être le projet de rédemption de Julien Sorel. » Mais au plus profond de son cœur, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis 3 ans, quelqu'un l'avait vu pour de vrai. La question était de savoir si cela suffisait pour construire quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancien. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle reconnaissait. C'était Julien. Isabelle resta fixée sur l'écran plusieurs secondes avant de décider si elle répondait ou non. Trouver la vraie valeur. Isabelle laissa le téléphone sonner, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis, il sonna à nouveau. Et encore. À la 4e tentative, Sophie la regarda, exaspérée. « Tu ne vas pas répondre? » Je ne suis pas prête pour cette conversation. Mais le téléphone continua de sonner par intermittence pendant toute la matinée. Message texte. Appel manqué. Même un courriel qu'Isabelle effaça sans lire. 3 semaines plus tard, Isabelle avait trouvé une certaine paix dans sa nouvelle routine.
Les offres d'emploi étaient arrivées par douzaines après l'article de Julien. Certaines étaient clairement opportunistes, mais d'autres provenaient d'organisations sérieuses qui valorisaient son expérience réelle. Elle avait accepté un poste temporaire de coordination d'un programme d'alphabétisation numérique pour personnes âgées. Cela ne payait pas beaucoup, mais cela lui donnait la liberté de faire ce qui comptait vraiment pour elle. Julien, d'après ce qu'elle avait lu dans les journaux, avait tenu parole. Il s'était temporairement retiré du cabinet et était impliqué dans plusieurs projets d'aide juridique gratuite pour les communautés à faible revenu. Isabelle avait vu sa photo dans un article sur un programme de conseil juridique dans des quartiers populaires. Il avait l'air différent, plus mince, moins soigné, comme s'il avait échangé son costume de designer contre quelque chose de plus réel. Les retrouvailles eurent lieu par hasard, un samedi après-midi, à la foire du livre du Centre historique. Isabelle se tenait au stand d'une maison d'édition indépendante. Elle feuilletait un livre sur les programmes éducatifs en Amérique latine. Quand une voix familière dit « Il est bon », Isabelle se retourna. Julien était à côté d'elle, vêtu d'un jean et d'une chemise simple, portant un sac rempli de livres. Julien. Isabelle. Ils se regardèrent un moment qui sembla éternel. Il avait l'air fatigué, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une tranquillité qu'elle ne se souvenait pas avoir vue auparavant. « Comment vas-tu » demanda-t-il finalement. « Bien, je travaille sur des choses que j'aime. Je suis content d'entendre ça. » Isabelle ferma le livre et le remit sur l'étagère. « J'ai lu sur tes nouveaux projets. Ah, qu'est-ce que tu en penses? C'est facile d'être généreux quand on n'a rien à perdre. » Le sourire de Julien s'évanouit. « Tu as raison, mais parfois, tu dois tout perdre pour réaliser ce que tu n'as jamais eu vraiment. » Isabelle l'étudia. Il n'y avait aucune trace de l'homme arrogant qu'elle avait connu au bureau. Ce Julien semblait plus jeune, plus humain. « Tu veux qu'on prenne un café ?» demanda-t-il. « Il y a une cafétéria pas loin qui... Je connais l'endroit. » Ils marchèrent en silence, dans les rues pavées du centre historique. La foire avait rempli la zone de famille, d'étudiants, de lecteurs de tous âges. Isabelle observa comment Julien saluait naturellement certains vendeurs ambulants, comment il s'arrêta pour donner des pièces à un musicien de rue. « Depuis quand viens-tu ici ?» demanda Isabelle. « Depuis quelques semaines, depuis que j'ai commencé le programme d'aide légale. Beaucoup de nos bénéficiaires vivent dans ce coin. » « Nos bénéficiaires ?» Julien rougit légèrement. « Les bénéficiaires du programme. Tu vois ce que je veux dire. » Isabelle sourit pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Oui, je vois ce que tu veux dire. » La cafétéria était petite, bruyante, pleine d'étudiants et d'artistes locaux. Très différent des lieux élégants où Isabelle avait vu Julien auparavant. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Julien commanda un americano. Isabelle, thé à la camomille. « Comment vont les choses au cabinet ?» demanda Isabelle. « Difficile. Françoise et Didier sont furieux contre moi. Nous avons perdu plusieurs clients importants après l'article. Tu le regrettes? » Julien considéra la question sérieusement. Le mal fait au cabinet, oui. Il y avait des gens innocents qui y travaillaient et qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Mais d'avoir écrit la lettre, non. Et Camille? Camille a déménagé à Miami. Sa famille a des affaires là-bas. Je crois qu'elle avait besoin de changer d'air après... tout. Isabelle sentit. Elle ne ressentit pas de satisfaction pour la chute de Camille, seulement une sorte de tristesse pour l'inutilité de tout le conflit. « Isabelle ?» Julien se pencha en avant. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après. » « Tu as raison.
l'interrompit-elle. Tu n'as pas le droit. Il se recula dans sa chaise, acceptant le coup. Mais tu peux essayer, ajouta Isabelle doucement. Tu peux essayer d'être la personne que tu dis vouloir être, sans attendre que moi ou qui que ce soit d'autre te pardonne pour qui tu étais avant. Julien la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. « Sais-tu ce qui est le plus difficile dans tout ça ?» dit-il. « Réaliser que, pendant 3 ans, j'ai eu l'une des personnes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées en face de moi, et je ne me suis jamais donné la peine de la voir pour de vrai. » Isabelle sirota son thé. « Peut-être que tu n'étais pas prête à me voir. Peut-être que je n'étais pas prête non plus à être vue. Et maintenant... » Isabelle le regarda dans les yeux. Il y avait de l'honnêteté là, mais aussi de l'incertitude. Julien Sorel n'était plus l'homme sûr de lui, qui croyait avoir toutes les réponses. « Maintenant, dit-il, je crois que nous apprenons tous les deux à être différents, et c'est suffisant pour aujourd'hui. » Ils restèrent en silence, buvant leur tasse, tandis que dehors, la foire continuait son joyeux brouhaha. Pour la première fois depuis des années, Isabelle se sentit en paix, avec les questions sans réponse. Parfois, pensa-t-elle, les nouveaux départs n'arrivaient pas avec des fanfares. Parfois, ils arrivaient simplement comme un après-midi tranquille, partagé avec quelqu'un qui avait finalement appris à la voir, construisant un avenir partagé. 2 mois après cette rencontre à la foire, Isabelle reçut un appel inattendu. C'était Julien, mais sa voix sonnait différemment, moins assurée, plus humaine. « Isabelle, je sais que ça peut paraître étrange, mais tu aimerais m'aider avec quelque chose? » Isabelle était en train d'organiser du matériel pour son cours d'alphabétisation numérique quand elle répondit au téléphone. « M'aider avec quoi? » Le programme d'aide légale ne fonctionne pas comme je l'espérais. Les gens ne nous font pas confiance, et je crois que je sais pourquoi. Isabelle arrêta ce qu'elle faisait. « Je t'écoute. Nous continuons d'agir comme si nous étions des sauveurs descendant de nos tours d'ivoire. Pourrais-tu me rencontrer? Juste pour parler, pour m'aider à comprendre ce que je fais mal. » Isabelle regarda par la fenêtre de son petit bureau temporaire. Dehors, certains de ses élèves âgés pratiquaient l'envoi de messages textes sur leur nouveau téléphone, riant de leurs propres erreurs. Où? Et si c'était dans la même cafétéria que la dernière fois? Demain à 15 heures. J'y serai. Le lendemain, Isabelle arriva quelques minutes plus tôt. Julien était déjà là, mais il n'était pas seul. 3 personnes l'accompagnaient. Une femme âgée, un jeune homme en uniforme de travail et une adolescente qui n'avait pas plus de 16 ans. « Isabelle !» Julien se leva en la voyant. « Je te présente Madame Dubois, Louis et Andrea. Ils sont venus me raconter pourquoi notre programme ne fonctionne pas. » Isabelle s'assit, intriguée. Madame Dubois parla la première. « Mademoiselle Mercier, mon petit-fils m'a parlé de vous. Il dit que vous enseignez l'informatique sans nous faire sentir stupides. Vous n'êtes pas stupide du tout, répondit Isabelle. Vous apprenez simplement quelque chose de nouveau. Exactement, interrompit Louis. Mais, quand nous sommes allés chez Maître Sorel pour mon problème avec mon patron, ils nous ont fait remplir une dizaine de papiers et nous ont parlé avec des mots que nous ne comprenions pas. Andrea hocha la tête. Ils ont programmé des rendez-vous à 10 heures du matin, quand ma mère travaille, comme si nous ne savions pas que les gens pauvres ne peuvent pas simplement manquer le travail comme ça. Julien avait l'air sincèrement gêné. C'est pourquoi je les ai invités à parler avec Isabelle. Elle comprend ces choses mieux que moi. Isabelle regarda les 3 personnes, puis Julien. « Puis-je vous demander quelque chose? De quoi auriez-vous besoin pour que l'aide légale vous aide vraiment? » Madame Dubois s'anima. « Que ce soit en soirée ou le week-end, et dans des endroits où nous allons déjà, comme le centre de santé ou l'école du quartier. »
Et qu'on nous explique les choses comme des gens normaux, ajouta Louis. Pas comme si nous étions analphabètes, mais pas non plus comme si nous étions avocats. Et qu'ils comprennent que parfois le problème légal n'est qu'une partie du vrai problème, dit Andrea. Ma mère a besoin d'un divorce, mais elle a aussi besoin d'un travail et d'une garderie pour mes petites frères et sœurs. Isabelle hocha la tête, prenant des notes mentales, et s'il y avait quelqu'un qui connaissait à la fois les problèmes légaux et les autres problèmes, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous connecter avec différents services. Les yeux de Madame Dubois s'illuminèrent. Ce serait parfait. Comment dit-on, une coordinatrice. Isabelle sourit. Exactement, une coordinatrice. Elle se tourna vers Julien, qui avait écouté en silence. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que j'ai besoin d'une coordinatrice, répondit-il sans hésiter. Quelqu'un qui comprenne le côté légal et le côté humain. Isabelle sentit un picotement dans son estomac. Ce n'était pas la première fois qu'on lui offrait un travail, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle sentait que l'offre venait de quelqu'un qui la voyait pour de vrai. « Tu m'offres un travail? Je te demande de m'apprendre à bien faire ça. Le travail est à toi si tu le veux, mais plus que ça, je te demande d'être ma partenaire. » Partenaire? Le programme a besoin de quelqu'un qui prenne des décisions importantes, quelqu'un qui comprenne les gens que nous voulons aider. Je peux être l'avocat, mais tu serais la directrice. Isabelle regarda Madame Dubois, Louis, Andrea. Sur leur visage, elle vit un espoir sincère, pas la fausse gratitude qu'elle avait appris à reconnaître dans tant de programmes sociaux bien intentionnés mais mal exécutés. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Après que les autres furent partis, Isabelle et Julien restèrent seuls dans la cafétéria. « Pourquoi moi? » demanda Isabelle. « Il y a des gens avec plus d'expérience en aide légale. » Julien la regarda droit dans les yeux. « Parce qu'en 3 ans de travail avec toi, je ne t'ai jamais vu traiter qui que ce soit comme s'il était moins que toi. Pas même moi quand je me comportais comme un idiot. » Isabelle sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. « Julien, » commença-t-elle, « je sais que je n'ai pas le droit de te demander de me faire confiance après tout ce qui s'est passé, mais je crois qu'ensemble, nous pourrions faire quelque chose de vraiment bien, quelque chose qui compte. » Isabelle garda le silence un instant, regardant ses mains. « Sais-tu ce qui est le plus difficile dans tout ça? »« Quoi? » »« Que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voit exactement comme je suis, sans projeter sur moi ce dont ils ont besoin que je sois, sans essayer de me sauver ou de m'utiliser pour se sentir mieux avec eux-mêmes. » Julien tendit sa main sur la table, sans toucher la sienne, seulement en l'offrant. Quand quelqu'un te voit enfin pour de vrai, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit d'autre. Isabelle regarda sa main et, après un moment, posa la sienne dessus. « D'accord, » dit-elle doucement. « Essayons. » Ce ne fut pas une fin de conte de fées. Ce ne fut pas une déclaration d'amour. Ce fut quelque chose de beaucoup plus réel, et pour cela même, beaucoup plus précieux. Ce fut un commencement honnête, un héritage de respect, un héritage de respect. 1 an après, Isabelle arriva au bureau tôt, comme toujours. Ce n'était plus la petite pièce prêtée où le programme avait commencé, mais un espace propre au rez-de-chaussée d'un immeuble du centre historique. Les murs étaient pleins de photos, remises de diplômes de cours d'alphabétisation numérique, familles réunies après avoir résolu des problèmes légaux, enfants. Dans des programmes de bourse d'études. Le programme avait grandi au-delà de ce que quiconque avait imaginé. Ce n'était plus seulement de l'aide légale, mais un centre intégral offrant des cours d'informatique à des ateliers d'entrepreneuriat. Isabelle avait insisté pour que tout soit gratuit et que les horaires s'adaptent aux besoins réels des gens.
Julien arriva une demi-heure plus tard, avec 2 cafés et un sac de viennoiserie du stand de Madame Dubois, la femme qui vendait au coin de la rue et qui avait maintenant résolu ses problèmes de pension grâce au programme. « Bonjour, directrice », dit-il avec un sourire, posant un des cafés sur le bureau d'Isabelle. « Bonjour, avocat du peuple », répondit-elle, sans lever les yeux des dossiers qu'elle révisait. C'était leur routine matinale. Julien apportait le café. Isabelle organisait la journée. Ils avaient développé une dynamique de travail qui fonctionnait à la perfection, parce qu'aucun des deux n'essayait d'être ce qu'il n'était pas. « Comment vont les cas de cette semaine ?» demanda Julien, s'asseyant sur la chaise en face du bureau d'Isabelle. Madame Dubois recevra enfin sa pension complète. Louis a réussi à se faire payer les heures supplémentaires qui lui étaient dues. Et Andrea... Isabelle sourit. Andrea a décidé d'étudier le droit. Sérieusement, nous lui avons trouvé une bourse complète à l'université publique. Elle dit qu'elle veut être comme nous quand elle sera grande. Julien rit. Comme nous? Te souviens-tu quand nous étions patrons et employés? Isabelle le regarda par-dessus les papiers. Je me souviens quand tu croyais être mon patron. Touché. La porte s'ouvrit et Sophie entra. Elle travaillait maintenant à temps partiel dans le programme, tout en terminant ses études de travail social. Isabelle, le journaliste du magazine est là. Je le fais entrer. Isabelle soupira. Depuis que le programme avait commencé à recevoir une reconnaissance nationale, les médias ne les laissaient pas en paix. Ils avaient refusé la plupart des interviews, mais celle-ci était pour un magazine éducatif sérieux, Haslopazar. Le journaliste était jeune, enthousiaste. Pendant 1 heure, il leur posa des questions sur les méthodes, le financement, les plans futurs. Mais à la fin, comme cela arrivait toujours, il en vint aux questions personnelles. « Vous deux avez une histoire intéressante, » dit-il. « De conflits dans l'entreprise à associés dans ce projet. Comment décririez-vous votre relation maintenant? » Isabelle et Julien se regardèrent. C'était la question qui revenait toujours et à laquelle ils ne savaient jamais comment répondre. « Nous sommes collègues, » dit Isabelle finalement. « Amis, » ajouta Julien. « Des personnes qui apprennent à travailler ensemble, » continua Isabelle. « Et personnellement, » le journaliste insista. « Il y a des rumeurs selon lesquelles... » « Personnellement, » interrompit Julien avec fermeté. Nous sommes 2 personnes qui ont décidé que le travail que nous faisons est plus important que les rumeurs que les gens veulent inventer à notre sujet. Après le départ du journaliste, Isabelle et Julien rangèrent tous les papiers en silence. « Ça te dérange ?» demanda Julien. « Qu'ils posent toujours des questions à ce sujet. » Isabelle haussa les épaules. « Au début, oui. Mais je m'y suis habitué. Les gens ont toujours besoin de romantiser les choses pour les comprendre. » « Et si c'était vrai? » demanda Julien doucement. « Et s'il y avait quelque chose de plus entre nous? » Isabelle arrêta d'écrire et le regarda. « Y a-t-il quelque chose de plus? » Julien considéra la question sérieusement. « Il y a du respect, il y a de l'admiration, il y a de l'affection. Est-ce suffisant pour appeler ça de l'amour? Je ne sais pas, répondit Isabelle avec honnêteté. Mais je sais que c'est réel, et je sais que c'est à nous, peu importe comment les autres l'appellent. Julien hocha la tête. J'aime notre vie telle qu'elle est. Moi aussi, c'était vrai. Ils se voyaient presque tous les jours. Ils partageaient des repas. Ils riaient de blagues privées. Ils se soutenaient dans les moments difficiles. Julien avait été là quand Isabelle était tombée malade de la grippe. Isabelle avait été là quand Julien avait appris la nouvelle de la mort de son père. Ils ne vivaient pas ensemble. Ils n'avaient pas de plan de mariage. Ils n'apparaissaient pas sur des photos romantiques sur les réseaux sociaux. Mais ils avaient quelque chose que beaucoup de couples officiels n'arrivaient jamais à avoir. Ils se voyaient complètement.
Ils se respectaient profondément. Et ils avaient construit quelque chose d'important ensemble. Le monde restait compétitif, élitiste, inégal. Mais dans leur petit espace, ils avaient créé quelque chose de différent. Ils n'essayaient pas de changer le monde entier. Ils vivaient simplement de manière plus honnête à l'intérieur de celui-ci. Et à la fin de la journée, lorsqu'ils fermaient le bureau et marchaient ensemble vers la station de métro, Isabelle savait qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais cherché, mais dont elle avait toujours eu besoin. Quelqu'un qui la voyait exactement telle qu'elle était. Et cela, décida-t-elle, était suffisant. Avez-vous apprécié l'histoire d'Isabelle et Julien? Ce récit nous rappelle que parfois, les plus belles fins ne sont pas celles que nous attendons, mais les plus réelles. Isabelle n'a pas eu besoin d'un prince pour la sauver. Elle s'est sauvée elle-même avec dignité et force. Et Julien a appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou la position sociale, mais dans le fait de savoir reconnaître et valoriser les personnes extraordinaires qui nous entourent. Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa valeur ne dépend pas des opinions des autres. La transformation de ces personnages nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour voir avec de nouveaux yeux, pour construire quelque chose de mieux sur les ruines de ce qui n'a pas fonctionné. Si vous voulez continuer à lire plus d'histoires comme celle-ci, pleines de personnages réels qui font face à des situations que nous pouvons tous comprendre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun chapitre. Et maintenant, dites-nous, de quel pays nous regardez-vous? Nous aimons savoir que ces histoires touchent les cœurs du monde francophone. Laissez votre pays dans les commentaires.